particulièrement à cœur, puisque c'est une table ronde qui est consacrée à un auteur important de l'imaginaire, qui se faisait appeler en pseudo Yal Ayordal. Ayordal d'abord, et Yal. Et elle est venue beaucoup plus tard. Exactement, Yal est venu un petit peu plus tard. Malheureusement, Yal nous a quittés il y a 10 ans, c'est juste avant les Utopiales. C'est un jour triste d'automne, il faisait froid, enfin vraiment, ces jours sans intérêt qui plombent un petit peu l'ambiance. Et c'est une conférence hommage, parce que tous les quatre, nous l'avons bien connu, mais c'est aussi une conférence pour rappeler son œuvre, ses thématiques, et combien il était important, combien il manque au paysage de l'imaginaire aujourd'hui, et combien il nous manque évidemment. Je suis le modérateur, je suis pas neutre, je l'ai connu comme tout le monde, donc l'idée, c'est, vous allez voir, c'est une conférence plein d'amitié et plein d'informations pour ceux et celles qui n'ont pas encore plongé le nez dans l'œuvre d'Ayordal. Alors pour m'accompagner aujourd'hui, sur votre droite, j'ai le bonheur d'avoir avec moi Marion Mazoric, éditrice aux éditions Au Diable Vauvert, qui a publié Yann au Diable, mais aussi avant, et ami de l'auteur. À ses côtés, ami également Gilles Francescano, illustrateur, responsable de pas mal de couvertures de Yann. Il pourra aussi nous en parler. Et puis, juste à mes côtés, Sarah Doc, autrice, traductrice et compagne d'Ayordal, qui l'a accompagné. Donc, vous avez des gens qui l'ont très bien connu et qui ont très bien connu son œuvre. Je plante rapidement le décor. Hein, 3 informations, puis après je leur passe la parole. Alors, Yal Ayordal est né le 26 janvier 1959 dans le quartier lyonnais de la Croix-Rousse. Il a grandi à Vénissieux, il a vécu à Écully, il a vécu en Belgique, à Bruxelles. Il a publié une grosse vingtaine de romans hein, à partir des années 1990. Le premier, c'était La Bohème et l'Ivraie. J'en cite quelques-uns parce qu'ils vont nous orienter dans la discussion. Demain une oasis, Sexomorphose, Chronique d'un rêve enclavé, Étoile mourante, Transparence, plutôt dans le genre du polar. Et puis Rainbow Warrior. Il a aussi dirigé une anthologie manifeste de la SF française. C'était en 96, ça s'appelait Genèse, parce que j'aimerais qu'on parle aussi de son rôle dans l'imaginaire. Il a été la cheville ouvrière du droit du cerf en 2000 pour le droit des auteurs. Et puis, il a mené un combat contre la loi sur le passage en numérique des œuvres indisponibles. C'est un peu technique, ça s'appelait le dispositif Relire. Et c'était en 2012. Voilà, je vais arrêter de parler maintenant. Première question collégiale. Peut-être rappeler les grandes thématiques qu'aimait aborder Yal dans son œuvre. Alors, c'est une question sur laquelle on pourrait faire 5 heures, mais on va essayer de faire quelques minutes. Qui veut commencer? Est-ce que Marion, tu veux commencer sur les grandes thématiques? Ouais, mais c'est pas un cadeau. Il y en a beaucoup, il y en a énormément. Ce qu'il faut dire d'abord, c'est que Ayerdal n'était pas du tout un écrivain de... C'était un écrivain très politique, qui avait de forts engagements, qui disait d'ailleurs que la littérature nous était donnée pour ne pas être ignorant du monde, en reprenant les mots de Sartre. Donc il avait vraiment une... je retrouve ce genre de propos chez Patrick Doudnay, qui dit aussi qu'il écrit pour changer le monde. Donc il avait ce rapport à l'écriture qui était un rapport politique et engagé, où il voulait utiliser son talent d'écrivain, son travail d'écrivain pour améliorer le monde dans le sens de la justice, de l'émancipation, de tout ça, mais que derrière ce discours premier chez lui, et là c'est l'éditrice qui parle, et la lectrice aussi, la première caractéristique de Yal, et ce qui fait qu'il a obtenu tous les prix, en particulier avec Demain une oasis, le Grand Prix de l'Imaginaire, c'est d'abord qu'il a fait partie de cette première génération de Français qui ont fait une SF qui rivalisait avec celle des Américains et des Anglo-Saxons qui dominaient tout à l'époque. C'est-à-dire qu'à l'époque, on pensait qu'on ne pouvait pas avoir de bons écrivains de science-fiction français, et par quelque chose de tout à fait central, et qu'ils revendiquaient aussi, mais qui n'était pas premier dans leur discours, c'était le sense of wonder, c'est-à-dire le sens du merveilleux, le sens de l'action, le sens de ce qui fait que quand on rentre dans un livre, on ne peut pas le lâcher, et ils étaient d'abord dévolus à ça, c'est-à-dire une maîtrise des techniques narratives, même si ce n'était pas pensé, qui fait que c'est d'abord du roman d'aventure. Et ça, c'est très important parce qu'on pourrait, en parlant de Yal et de ses thématiques, faire oublier que vous avez d'abord des romans dans lesquels vous plongez et qui sont des livres comme au cinéma, ce qui était complètement nouveau en France, cette ambition-là. Et on y retrouvait évidemment toute cette génération, Lehmann, Wagner, Jeanne Fort, Ligny, enfin, je ne sais pas,
parce qu'on n'y voit rien, on a des spots, donc je ne sais absolument pas qui est dans la salle. Mais voilà, donc c'est pas parce qu'on va parler de thématique que c'est un auteur chiant. Voilà, première chose à Bien au dire. contraire. Voilà, donc alors après les grandes thématiques, je pense que la colonisation, bon, alors je pourrais dire le capitalisme et la domination, mais ça sera un peu général. Mais des très grandes thématiques très importantes, c'est par exemple les mécanismes de colonisation, alors qui sont rapportés souvent dans le space opéra, qui arrive dès ses premiers livres, c'est-à-dire le chant du Dri et Mittal, et donc qui sont des métaphores de la colonisation, évidemment, puisqu'il revendiquait aussi que la SF est la plus grande des littératures du réel et du contemporain. Donc, qui était directement lié évidemment à des références terrestres, donc, mais qui sont situées dans le space opéra. Et là, ça va très très loin dans l'anticipation des grandes thématiques dont on parle aujourd'hui, qui sont aussi bien les spécialisations génétiques, ou épigénétiques, évidemment le rapport à la nature, la colonisation de la nature est très première chez lui, on le retrouve dans Mittal, la notion de ce qu'est un humain, alors là évidemment ça pose tous ces grands thèmes sur le racisme, qui est évidemment un résultat de la corollaire de la domination. Ça nous entraîne de livre en livre forcément à la domination sexuelle. Donc la question du genre. Alors évidemment, il y a 2 titres, l'Histrion et Sexomorphose, qui mettent en scène un sexomorphe. On est dans les années 80, hein, donc 90, pardon. Donc très très en avance sur l'aujourd'hui. Grand thème, bon, je pourrais plus dire en premier la justice. Il y a un autre grand thème, c'est l'amitié. Les relations entre les êtres. Évidemment. Alors, d'ailleurs, une des questions, ça a été le sexe. C'était très pudique, les œuvres d'Heyerdahl, et je lui disais toujours, c'est marrant, t'es comme Cartland, en fait, dès qu'il y a une relation d'amour, ça s'arrête au seuil de la chambre à coucher. Je me marrais parce que c'était un teigneux qui y allait, donc c'était une manière de lui mettre devant ses propres limites. Et donc il y a eu du sexe aussi très beau dans Ballade choréale avec des extraterrestres en forme de lapin. Et c'est une de ses premières scènes de sexe. Et puis il y en a des scènes magnifiques de croisement un peu à la Butler par tous les sens et toutes les formes dans Étoile mourante. Et puis ensuite, il y en a plus dans Transparence, etc. Donc la sexualité existe aussi, mais la thématique centrale, c'était quand même la relation d'amour entre les humains, donc l'amitié très fort dans tous ces textes. Dans tous ces textes, je dirais que même un thème central, l'amour entre les gens. Toutes les formes d'amour. Et puis le pacifisme. Et puis après, je vous laisse parce que j'en ai oublié plein. Sarah. Je pense qu'il y a, oui, il y a ça, mais il y a d'autres thèmes encore. Il y a la place de l'artiste et l'importance de la création dans ce qui fait l'humain. Parce que son premier roman, La Bohème et l'Ivraie, traite en fait énormément de ça et de l'importance de l'artiste et de la création dans l'avenir de l'humanité, dans la liberté, dans la façon dont on peut vivre ensemble. C'était aussi très très important dans son travail. Et oui, la politique, toujours la politique. Et il y a toujours une dimension politique dans tous ces romans, mais ça en fait pas des romans chiants, ça en fait des romans parfois révolutionnaires, au contraire. Gilles, quel regard tu Moi, Vas-y. je rebondis juste sur un mot qu'a évoqué Marion. Pour moi, c'était l'injustice avant tout. Parce qu'en fait, même si on peut aller dans le détail des thèmes, en fait, mais quel que soit le thème abordé, le tout pour Réal, c'était que ce soit juste pour chacun et chacune, en fait. Si chacun et chacune, quelle que soit la condition, pouvait être heureux, ça le dérangeait pas, en fait. Mais à partir du moment où il y avait une injustice, là, il fonçait, il devenait le petit teigneux dont parlait Marion. Alors, pas dans les ébats, ça, je sais pas. Mais bref, voilà quoi, l'injustice, je mettrais ça avant. Et puis la phrase de Sartre, toujours, la fonction de l'écrivain est de faire en sorte que nul ne puisse ignorer le monde et que nul ne puisse s'en dire innocent. Et ça, c'est aussi offrir au lecteur la possibilité de ne pas être innocent. C'est important. Baladons-nous un petit peu peut-être dans son œuvre, pour ceux et celles qui ne l'ont pas encore lu. Quelques titres. Est-ce qu'on peut évoquer Demain une oasis, qui a été une claque, une balade dans un champ de mine pour les lecteurs, des révélations. Qu'est-ce qu'on peut en dire sur l'intrigue, rapidement, et puis sur le propos? L'intrigue, c'est simplement un homme, un médecin qui est
enlevé en Suisse, et qui se réveille dans le désert, dans un camp de réfugiés. Et donc c'est toute la question de la non-coopération. Alors il est enlevé par des terroristes. Et donc il travaille, en fait c'est un technocrate, je crois que c'est au Luxembourg, mais ça mérite d'être Non, vérifié. c'est en Suisse. C'est en Suisse, tu C'est en crois? Suisse. Non, alors je dis Luxembourg parce qu'en fait on est vraiment dans une anticipation très proche. Il est écrit en 92, c'est ça, hein, il sort en 92, et on est dans une anticipation très proche. L'Europe est en train de se mettre en place, elle n'existe pas, mais elle est en train de se mettre en place. Et donc moi j'ai mémorisé Luxembourg, c'est-à-dire le lieu des institutions européennes connues, mais c'est peut-être effectivement la Suisse. En tout cas, on est dans un espace qui est européen et dans une Europe qui s'est constituée et politiquement et qui vit bien, on va dire, qui vit bien avec ce personnage qui est un personnage totalement apolitique, qui fait du blé en travaillant dans les grandes institutions. Et il est médecin à l'origine. Et il est enlevé par des terroristes, des éco-terroristes en fait, qui ont le mauvais rôle, puisqu'on est du point de vue de ce personnage, et qu'évidemment, bon, il est enlevé en plus brutalement, malmené, cagoulé, mis dans une bagnole, transporté en avion, et il se réveille en Afrique. L'Afrique est en train de crever de soif. Donc on est dans un futur très proche qui pourrait être aujourd'hui, quoi, en fait, vu des années 90. Et là, il est extrêmement... l'injustice, en gros, l'a frappé, lui. Et donc, il cherche à s'évader, il refuse de coopérer, il déteste ces types qui sont des islamo-gauchistes terroristes, genre LFistes, éco-terroristes, décrits tels que Trump peut les décrire, si vous voulez. Il a ce discours-là sur eux, c'est-à-dire de détestation. Il essaye de s'échapper et il ne veut pas coopérer. Et puis, ce gars qui est médecin voit quand même le pays dans lequel il est, les gens mourir de faim, les gens mourir de soif, les enfants mourir au sein. Enfin, c'est-à-dire, on a un portrait de... Évidemment, toutes ces images que je dis aujourd'hui, on est aujourd'hui, depuis 2 ans, on les a vues sur les sites internet, toutes ces images-là. On les a vues avant, quand j'étais jeune, on les voyait au Sahel. On savait que l'Afrique crevait de soif. Mais là, il y a une espèce de proximité avec des images de violence qu'on a tous vues dans ces 2 dernières années de guerre. Et donc le livre, il résonne très fortement. Et ce type va en fait basculer. Je suis désolée pour le spoiler, parce que là, sinon on ne peut pas en parler, mais évidemment, il va complètement basculer, il va être dessillé par cette réalité, et il va devenir, lui, le médecin qui va soigner et qui va... Et évidemment, le grand basculement du livre, c'est quand il décide, mais je suis encore désolée pour le spoiler, ça se fait pas. Enfin, c'est important, peut-être on peut spoiler un seul bouquin, de toute façon c'est toujours aussi bien de le lire quand même, mais pour comprendre ce que c'est que Yal et la dialectique et la contradiction et son chemin politique qui n'est jamais stupide ou normé, ou qui est toujours un appel à l'intelligence et au libre arbitre. Et donc le type va faire le chemin en fait qui le sépare de ce qu'il était, un privilégié, etc., pour devenir un artisan et l'image finale est absolument extraordinaire, c'est-à-dire qu'alors qu'on est dans une époque où la SF pense la terraformation de planètes lointaines, Vénus, Mars, tout ce que vous voulez, eh bien, lui pose la question de la terraformation de l'Afrique. Et bon, vous avez voilà, un roman, alors ça a été écrit comme un roman d'aventure, parce qu'en fait c'est un roman noir dans sa structure, et donc il a reçu le Grand Prix de l'Imaginaire, et c'est suite à il s'est très très bien vendu. À l'époque, il faut préciser qu'on vendait à l'époque, c'était au Fleuve Noir, les livres de SF à 30-40 000 exemplaires quand même. On n'était pas du tout dans la situation d'aujourd'hui, mais la SF était totalement dominée, comme je l'ai dit, par les anglo-saxons. Et donc ce livre va connaître un gros succès, et c'est suite à ça que Jean-Jacques Baudou, un critique de SF très très influent et important à l'époque, qui tenait une page dans Le Monde très régulièrement, là aussi sur la SF, qui a énormément compté dans le déploiement de la SF française en France, et Jean-Jacques Baudou va le nommer Heyerdahl, la nouvelle étoile montante de la SF française.
Et c'est un peu ce qui va lancer Heyerdahl auprès du public, et à partir de là va vendre beaucoup avec ce livre qui reste comme un grand classique et une de ses meilleures ventes. Et c'est le roman coup de poing Les- absolu, court, frappant, punchy. Il est à la librairie. La page du Monde intitulée L'étoile montante de la science-fiction était la seule page de journal qu'il avait encadrée dans ses toilettes à Écully, sur le mur. Ouais, j'ai choisi ce livre-là parce qu'à ce Hey, moment... j'ai pas parlé de Oui, vas-y, Domaine-Oasis, moi. Vas-y, je t'en prie. Vas-y, Gilles, donne-nous ton excuse-moi. regard sur Domaine On est Oasis. familier. Hein. Ouais, pas Et, de souci. non, moi, en fait, Domaine-Oasis, c'était le 5e roman que j'illustrais d'Heyerdahl, puisqu'il y avait eu les 4 tomes de La Bohème est livrée entre-temps. Et moi, je le découvrais forcément avec un prisme d'illustrateur, de savoir qu'est-ce que j'allais en faire en termes d'image, en fait, et qu'est-ce qui allait m'en rester, en fait. Alors pour vous situer, en fait, on parle de avant Internet. Donc moi, le manuscrit, je le 92. recevais par la poste imprimé, quoi, en fait. Et je l'ai lu. Alors, du coup, je vais parler de la lecture, en fait, puisque les thèmes, là, je crois que c'est bon. Sinon, on peut pas. Moi, je spoilerai je ferai le spoil des autres romans, peut-être, mais non, sur la lecture, moi, je me rappelle que je faisais un voyage Paris-Nice en voiture en tant que passager, et en fait, arrivé à Lyon, puisque Heyerdahl habite à Lyon, et puis je terminais le roman, la lecture à ce moment-là, je pleurais comme une madeleine, quoi, en fait. Et je ne pouvais pas l'appeler parce que je crois qu'il n'y avait même pas de téléphone portable à l'époque, puisqu'on était dans les années 90. Et je lui ai envoyé un long courrier pour l'insulter. On s'était déjà rencontrés avant, de toute façon, et on s'envoyait plein de lettres manuscrites comme ça, un peu délirantes, avec sa jolie écriture improbable. Et ouais, c'était le premier roman où il sortait, parce que avec La Bohème est livrée, il avait posé déjà des bases, disons, du space opéra, en fait, qu'il allait développer ensuite dans Sexomorphose, l'Histrion, l'œdème et tout ça. Et là, il sortait, il faisait le pas sur le côté pour parler d'une anticipation qu'on vivait déjà à peine, mais dont tout le monde avait conscience. C'était effectivement, que ce soit la famine et le désert en Afrique et autres, et l'exploitation par les sociétés capitalistes. Et là, je m'étais dit, waouh, ça va pas être qu'un auteur de SF, quoi, en fait. Il va pas juste nous faire rêver, quoi. Il va nous prendre quand même la tête, il va bien nous la mettre dans le gravier, il va nous faire manger nos propres excréments, je dirais presque, parce que c'est quand même ça, quoi. Et à partir de là, effectivement, toute son œuvre, elle a pris cet impact complètement social, militant et politique dans le dur, quoi, en fait. C'était plus juste le Sense of Wonder du space opéra, quoi. Enfin, Pourtant, dans La Bohème, il y avait déjà le rêve de Naïma. Simplement, ce spectacle-là de Kenir était déjà extrêmement fort dans la dimension anticipatrice et politique, qui montrait déjà sa haine de l'injustice, sa haine de tout ça. Je rebondis sur ce que dit Sarah, mais j'ai été frappée quand on a réédité les. Alors, je ne sais pas s'ils passent ou non les. Oui, il passe. Ils passent si vous avez les couvertures des différentes éditions de tous ces livres. Mais on a préparé un petit diaporama. Mais donc on a relu. Je dis on parce que moi, je les ai évidemment relus plusieurs fois au long de ma vie d'éditrice, mais puis de lectrice, parce que ça fait toujours du bien de relire un petit Heyerdahl quand vous n'avez rien à faire en vacances. Mais on les a relus aussi pour les rééditer. Et quand on a relooké tous les Heyerdahl, tels que, oui, parce qu'un Heyerdahl, des Heyerdahl, il y a tout un vocabulaire. Donc, comme vous les avez peut-être vus avec la bande sur le côté, on a tout relu, et Yal aussi. Et donc, si vous voulez, la dernière édition de Marine Oasis, par rapport à la première édition qu'avait eu le GPI, c'est vrai que là, c'est l'écriture du Yal 20 ans après qui est au sommet de son art, alors que la première version de Marine Oasis, elle est assez ergotique, il y a des plus approximatifs sur le plan stylistique, mais il a aussi beaucoup travaillé dans cette direction-là. Et donc, moi, j'ai été frappée en relisant Mittal d'abord La Bohème est livrée, qui est un de ses très grands livres, le premier, et puis Mittal et Le Chant du Drille, qui était toujours un petit peu moins considéré finalement dans l'œuvre, parce qu'on disait il y a Demain une oasis, puis il y a Transparence, et puis il y a l'Histrion, et puis il y a Rainbow, ceux qui ont eu des prix. Et en fait, les 3 premiers, ils contiennent absolument toute son œuvre. Et sur le plan politique,
peut-être qu'à l'époque où on les a lus, on avait moins les yeux grands ouverts sur le monde qui se préparait. Mais franchement, Mittal, Le Chant du Dri, alors on parlait de pleurer, mais vous pleurez, mais c'est un des plus beaux textes sur la colonisation et le racisme que j'ai lu personnellement, et sur la question de est-ce que c'est des humains, les drilles. Et Mittal, il y a une exploration politique et anthropologique, ethnologique, scientifique des conséquences de l'exploitation et d'une hiérarchie sociale basée sur la domination, où on peut même aller jusqu'à Octavia Butler, c'est-à-dire qu'il finit par spécialiser les individus et les façonner. Et il y a un texte dont on ne parle pas beaucoup, qui est aussi de la première partie, qui est Balade choréale, qui est une discussion sur le pouvoir et sur est-ce qu'on peut transformer. Qui nous ramène d'ailleurs à des livres, des œuvres comme Le Faust de Lehmann, qui interrogent vraiment le pouvoir de la politique. Mais dès le début, dans les space opéra et quand il met en place le Dame, on est, quand Sarah, tu disais, c'est des romans très politiques, on est, par exemple, La Bohème et l'Ivraie, à quoi sert un artiste et quel est son potentiel de rébellion, ainsi que ses lecteurs dans la société, est-ce que c'est possible? Et là, on a des jeux de pouvoir politique dans le Dame qui ressemblent en fait au monde d'aujourd'hui dans son organisation politique, qui sont fabuleux, d'une complexité. Yal, en fait, c'était un empêcheur de penser en rond, qui dans ses livres était beaucoup plus complexe et dans la dialectique permanente que finalement dans son travail militant, où là, bon, quand tu es militant, tu avances, quoi, si tu veux. Mais ces livres, ils ont ils refusent toujours le manichéisme pour nous emmener dans des questions politiques qui sont toujours des questions philosophiques. Et dès les premiers Space Op, qui pourtant étaient saucissonnés au Fleuve Noir quand ils sont sortis, et qu'on n'a pas assez lu comme des grands textes politiques, je suis d'accord avec toi. Et que ce soit Balade choréale ou Le Chant du Dri, donc qui sont plus des planètes opéra, il y a une dimension décoloniale, il y a une dimension anticoloniale qui est très très en avance sur son temps. Les textes qu'on lit aujourd'hui sur ce sujet-là, en science-fiction états-unienne par exemple, sont arrivés il y a 15 ans. Alors que là, on parle de romans qui ont été écrits en 93, 94, donc quelque chose qui était déjà extrêmement fort et une question du pouvoir colonial qui était beaucoup plus violente qu'on ne le faisait à l'époque. Alors là, on est en train de parler beaucoup de politique. Évidemment, je voudrais qu'on continue à se balader un petit peu pour citer 2-3 grands romans. Si vous nous avez écoutés avant qu'on commence la conférence, on était en train de débattre d'un roman très important qui s'appelle Chronique d'un rêve enclavé, qui a aussi le titre Parleur, qui était son roman de fantaisie, sans fantaisie, basé sur l'histoire de la colline de la Croix-Rousse. À Marseille. C'est la colline de la Croix-Rousse à Marseille. Exactement. Et donc, je voudrais, pareil, qu'on dise un petit mot de cette société qui s'organise toute seule, de cette colline qui s'organise en elle-même, parce que il y a c'est l'autogestion d'un quartier, en fait. Exactement, il y a une forme d'utopie qui se met en place. Vas-y. Une utopie pacifiste autour des textes d'un écrivain disparu, porté par sa sœur, qui les apporte. Et c'est une tentative de survie utopiste, en fait, dans un quartier qui est exsangue à cause des taxes à ce moment-là, et une utopie qui se construit petit à petit autour des idées de cet auteur et autour de ce quartier qui s'organise doucement pour résister au pouvoir et survivre. C'est un roman qui est directement... Alors donc, Heyerdahl, qui était connu comme un écrivain de SF, voire de space opéra, de planète opéra, etc. Très inspiré par Dune, peut-être qu'on parlera de ses influences, mais il a été extrêmement inspiré par Frank Herbert, et on avait des discussions d'ailleurs sans fin sur le sens politique de l'œuvre de Herbert, qui reste un débat passionnant, hein. Bref, donc il admirait énormément, et je pense que c'est ce qui lui avait inspiré le Dame. Et comme c'était un empêcheur de penser en rond et qu'il avait un sens de la contradiction aiguë et que c'était vraiment l'écrivain de SF en France, et qui voulait quand même, les ventes commençaient à décroître, la fantaisie commençait à apparaître. D'une part, ça l'énervait beaucoup qu'on enferme les choses dans des cases. Donc le fait de dire que c'est un écrivain de SF, ça lui donnait
évidemment envie d'écrire autre chose que de la SF. Donc il avait tutoyé l'anticipation proche, c'est-à-dire le contemporain avec Demain une oasis, et il voulait absolument écrire un roman de fantaisie. Donc c'est son roman de fantaisie. Il y aura un roman de fantaisie urbaine absolument magnifique, un de ses derniers romans qui s'appelle Bastard, dont d'ailleurs Norman Spinrad avait écrit dans un magazine américain une critique absolument géniale, et que je vous conseille aussi. Bastard, c'est juste formidable. Donc c'est pas la seule incursion, puisque c'est du fantastique, Bastard, c'est pas la seule incursion du côté du fantastique et de la fantaisie, et puis il y a eu des nouvelles aussi. Mais bon, en l'occurrence, donc fantaisie, un peu, vous voyez, précurseur par rapport à des plumes comme Doudnay ou d'autres, c'est-à-dire que c'est une fantaisie médiévale où il n'y a aucun merveilleux. Il n'y a pas Il n'y a de, pas de magie, il il n'y n'y a a pas de pas de magie, il n'y a pas de dragon, dragon. Donc princesse. déjà, bon, c'est le premier à dire, bah oui, je fais de la fantaisie. Alors maintenant, évidemment, ça semble très banal parce que ça a été, mais à faire en fait, du roman historique dans un univers fictif, mais univers fictif totalement inspiré et construit autour de la révolte des Canuts. Et ça, il faut en parler parce qu'il est lyonnais. Donc il y a une vraie tradition politique à Lyon. Il y a une tradition fasciste et une tradition antifa aussi très forte. Et Yal, il était aujourd'hui, il aurait été dans la rue à Lyon. Vous savez, à Lyon, il se passe des En noir avec une voilà. cagoule. Voilà. Et ou peut-être moins parce que justement, c'était une des questions. Mais enfin, oui, sans doute quand même. Bref. Et donc. Il connaît l'histoire des Canuts et il a regardé en face l'histoire des Canuts. On sait tous comment l'histoire des Canuts finit. C'est un peu comme l'histoire des révoltes écrasées sur la butte Montmartre par les bourgeois qui viennent planter les femmes qui viennent planter le cul de l'ombrelle, vous savez, la pointe de l'ombrelle dans les yeux des communards à terre. Et c'est scène réelle, hein. Et bon, les Canuts, ça a été la même violence, c'est-à-dire que c'était des ouvriers du fil et du textile qui se sont révoltés contre des conditions insupportables, d'esclavage total, et ça a fini dans un bain de sang. Mais ils ont eu le temps, avant le bain de sang, de créer un mouvement politique qui aujourd'hui inspire complètement, enfin c'est l'origine d'ailleurs du communalisme. Donc Ayardal, il a voulu rendre hommage à ça avec Parleur, qui s'est appelé Parleur ou les chroniques d'un rêve enclavé. Et pour des raisons éditoriales peut-être complètement stupides de ma part d'ailleurs, on a décidé de simplifier le titre en Chronique d'un rêve enclavé parce qu'on le trouvait un peu plus vendeur. Moi, c'est un bouquin que je trouve tellement fondamental et qui était celui qui marchait le moins dans l'œuvre d'Ayardal, qu'on a personnellement tous les deux donc édité 6 fois, je crois, sous des couvertures différentes, dont une de Gilles. Dans la toute première version, il y avait de la magie et il l'a enlevé avant publication. Il faut savoir aussi que c'est un roman dont le premier chapitre a été réécrit 64 fois. 72. 72. Moi, j'en étais à 72 parce que c'est un moment où il a été, parce que l'écriture a été très facile pour lui. Et puis au fur et à mesure qu'il se posait des questions, ça devenait plus compliqué. Et c'est Parleur, ce bouquin, 72 fois et avec un vrai sentiment chez lui de panne. Et je pense que c'est lié aussi. Ça a duré 4 ans, son écriture. Ouais, ça a duré 4 ans. Et je pense que c'est aussi beaucoup lié au mur de la question politique qui se pose dans ce livre et qui continue à faire discuter tous les lecteurs. La fin de Parleur, est-ce qu'elle est pessimiste? On ne va pas optimiste spoiler cette fois-ci. Non, on ne spoile pas. Mais la fin pose question. On est plutôt d'accord, Gilles et moi, mais la fin pose question en effet. Mais bon, il faut savoir aussi qu'Ayordal était ce qu'on appelle un jardinier. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui ne prenait pas de notes, qui ne préparait pas un roman avant de l'écrire, qui l'écrivait vraiment au fil de la plume. Et c'est phénoménal de voir des bouquins pareils sortir directement de la tête de quelqu'un sans préparation, sans rien noter. Aragon a bien expliqué ça dans les Incipit. Hein. Il y a les écrivains qui scénarisent. Bordage dit il y a les scripturants, puis je sais plus. Il y a structurant et scripturant, ou architecte et jardinier. Voilà. Donc, mais Aragon explique ça très bien dans les Incipit. Pour les écrivains qui font partie de ce type de profil, et c'est le cas d'Ayardal, c'est un petit peu comme la formule en maths qui a beaucoup cherché sans trouver, trouve sans chercher. C'est-à-dire que tout se construit dans son être et il admet ce rapport à l'intuition. Et en même temps, c'est nourri de lecture. Pour moi, Ayerdal, c'était une de nos... D'ailleurs, on se marrait en famille à la maison là-dessus. C'était quelqu'un qui savait tout sur tout.
Je pense qu'il en inventait un petit peu quand même, mais Oui. c'était le genre, il savait tout sur tout. Il, il ingérait le monde contemporain sous tous ses angles. La télé, Tout l'intéressait. Tout. il lisait tout. Il avait une culture scientifique immense. Il avait lu toute la bibliothèque de son père, qui était un immense collectionneur de SF. Il lisait pas que de la SF, il lisait de tout. Il lisait la presse, il avait une curiosité scientifique énorme, mais politique, c'est-à-dire qu'il savait tout sur tout. Donc, si vous voulez, il ingérait. Donc, évidemment, ça sort comme ça, parce qu'il a son projet, donc ça sort difficilement avec Parleur. Mais derrière, il y a des heures et des heures de réflexion. Et puis, il discutait beaucoup avec les autres. C'est quelqu'un qui était toujours dans la discussion et politique. Donc, les choses, de façon très socratique, se mettaient en place aussi à travers ça. Mais à mon avis, la panne de Parleur, c'est un moment d'insatisfaction, d'insatisfaction de lui-même aussi, parce que, enfin de lui-même ou du monde, il était ravagé du fait qu'un écrivain de SF puisse pas vivre de sa plume. J'étais pas le seul, moi aussi, perso. On en avait ras-le-bol de publier des chefs-d'œuvre. Et c'était une bataille culturelle pour les imposer, pour les faire reconnaître. Et derrière, il y avait évidemment des revenus. C'est-à-dire que si on ne vend pas de livres, on ne vit pas, hein, que ce soit l'éditeur ou l'auteur. Et ça le perturbait beaucoup et ça posait des questions même de légitimité, en fait. Et puis, il y avait la question, donc il était à ce moment-là de son œuvre, en se demandant est-ce qu'il fallait qu'il arrête un peu la SF pour aller vers des choses plus et puis vendre plus. Il fera des thrillers ensuite. Mais, et puis il y avait la question politique, c'est-à-dire la question de la violence politique. Est-ce que la domination capitaliste, la domination que l'humanité s'est subie et s'est forgée est une violence terrible qu'on voit encore tous les jours. Donc, et est-ce qu'il faut y répondre ou non par la violence? Est-ce qu'on a la moindre chance de construire une utopie sans violence, sachant que c'est donc les canuts qui l'inspirent et qu'on sait que tout finit dans un bain de sang? Et est-ce qu'on peut évacuer la question de la violence qui répond à la violence? Et ça, c'est un débat qui était très fort en lui. Et je pense que c'est ce qui explique aussi la difficulté à ce que Parleur jaillisse Gilles, d'un coup. ton point de vue sur Parleur. Alors moi j'ai débarqué dans sa proximité donc dès les premiers livres, hein, puisque je me rappelle, à cette époque j'habitais Paris et lorsque je fais la troisième couverture de La Bohème est livrée, La Bohème est livrée en 4 tomes, donc enfin je resitue historiquement parce que c'est juste pour témoigner ensuite de l'écriture de Parleur. Lorsque je fais la troisième couverture de La Bohème est livrée, donc avec le décalage dans le temps, le deuxième venait de sortir, et je savais que la troisième couverture allait le surprendre. On s'était pas rencontrés en fait encore à ce moment-là, et moi je descendais à l'époque, je faisais beaucoup de démonstrations d'aérographes dans les magasins, dans les festivals, dans les choses comme ça, et je faisais un Paris-Lyon. Je savais que j'allais faire un salon à Lyon, et je l'appelle avec son vrai nom. Je vois sur le manuscrit son vrai nom, tu vois, croyant que c'était juste un pseudo de plume, tu vois. Et je lui dis, est-ce que c'est Gilles Francescano? Est-ce que vous savez, enfin, je savais qui je suis et je voudrais vous rencontrer. Il me dit, il se barre. Bien sûr que je sais qui tu es. Les 3 livres sont sortis et ça fait 3 mois que je passe à regarder les couvertures, quoi. Donc on se rencontre et puis là, ça a été le début de la fin puisque la première soirée a été épique et le salon pour moi a été très douloureux le lendemain. Mais bref, ça a été une belle rencontre. Et en fait, on parle tout de suite de l'Histrion à ce moment-là, parce que l'Histrion, c'est un projet de bande dessinée qu'il portait, et il s'inspire d'une de mes cartes de visite, en fait, qui était ce bouffon en autoportrait que j'avais fait, et il lance ce personnage en bande dessinée. Bon, moi étant dessinateur, illustrateur, et j'admire la bande dessinée parce que ce sont des vrais staccanovistes du boulot que je ne suis pas, et du coup la bande dessinée n'est jamais sortie, même si on a fait plein de planches, on a fait plein d'essais, on a démarché, mais pas assez, enfin, on n'a pas enfoncé l'épée assez pour que ça puisse voir le jour, et donc il en fait ensuite l'Histrion. Mais pour en revenir à Parleur, entre-temps, en 96, il en avait marre de venir me voir à Paris. Il me dit, il y a un appartement qui se libère à Lyon, viens donc à Lyon. Donc le 1er avril, je débarque à Lyon, dans sa proximité. Et là, je vis donc l'écriture de Parleur de plein fouet. Et pour moi, je pense que c'est aussi une explication de Parleur, son désir de la fantaisie, de démonter les codes de la fantaisie. Parce que quand on lit... Moi, j'ai rencontré Pierre Bottero beaucoup plus tard après. Et il voulait rencontrer Yal
à cause de Parleur, en fait. Alors, je sais pas ce qu'ils se sont dit, mais ils ont dû se dire merde, t'aurais pu respecter la fantaisie, peut-être, parce que Parleur, pour moi, c'est pas un livre de fantaisie, justement, avec tous les codes de la fantaisie dont on pourrait parler de la fantaisie actuellement. C'est plus, effectivement, un roman social et violent, en fait. Et c'était. Moi, il y a un truc, je pense, qui faisait que ça avait cette difficulté d'écriture pour lui, en fait. C'est qu'en fait, il ne reconnaissait pas la violence en lui. C'était un mec violent, et en fait, il rêvait d'être pacifiste, comme il rêvait que l'humanité soit pacifiste. Et je pense que la déception politique dont tu parles, c'était de s'être rendu compte qu'après avoir fait un pavé tel que la Bohème est livrée, eh ben en fait, on n'avait pas changé de politique en France. Enfin, il avait ce décalage presque d'espérance de vouloir changer le monde. Et je pense que du coup, le sentiment d'impuissance de ne pas ça y redescendait. réussir. Au fur et à mesure de la carrière, ça redescend. Quand tu tapes violemment et de plus en plus violemment et que tu vois qu'en face, ça ne bouge pas, il avait cette déception en lui et qu'il l'a rongé quand même, je pense. Et Parleur, ça a été ça. Ça a été vraiment douloureux. Moi, on se voyait toutes les semaines à ce moment-là. Ça a été quotidiennement, c'était hyper douloureux de le voir dans cette écriture, parce que moi-même, je ne comprenais pas pourquoi il partait dans ce projet. Il était entouré à ce moment-là que de mecs ultra-violents. Le gars, je peux le dire aujourd'hui, le gars à qui est dédié le bouquin est un sombre con qui a gâché la vie d'Ayerdal pendant plusieurs années, de par sa violence et par sa proximité, tu vois. Donc je pense que Yal avait cette fascination pour Marco, et en fait, il avait du mal à assumer lui-même de ne pas pouvoir y répondre. Ça, c'est humainement, hein, je parle. Là, je dévie un petit peu, mais je pense qu'il y avait cette contradiction en lui. C'est la fin de Parleur, quoi. Comment changer le monde avec ou sans Ouais, la mais du violence. coup, tu vois, alors moi, j'ai pas connu particulièrement Marco. J'ai bien vu, évidemment, on discutait beaucoup. Par exemple, on discute quand on parlait politique, indépendamment des bouquins, la question des Black Blocs, qui était avant même l'existence des Black Blocs, mais la question de la violence politique était posée. Est-ce que on faisait, on était tous les deux avec des convictions révolutionnaires, et donc, est-ce qu'on faisait la révolution par les élections? Ça agitait le NPA à l'époque, enfin un peu plus tard d'ailleurs même, c'est après les années 2000. Enfin, tous les groupes politiques de gauche se sont posés la question de la transformation marxiste ou autre, se sont posés la question de la transformation sociale. De l'extrême gauche se sont posés à un moment donné, mais le PC aussi, hein, est-ce qu'il faut y aller par les élections, donc collaborer avec... Enfin, ça agite encore, excusez-moi, l'histoire de la gauche française. Voilà, et on est tous témoins de cette histoire de la gauche française qui est née dans ces histoires-là et qui ne sait pas choisir. Et qui. Enfin bon, qui ne sait pas choisir, il y en a, chacun le pense comme il veut. Mais on est en toute façon, politiquement, on voit bien que l'état de la gauche française, c'est. Et Bilal en a parlé hier. Bon, voilà. Donc je veux pas. Mais le projet de roman sur lequel il travaillait à la fin, son projet d'utopie politique, était une utopie politique violente, robespierrienne. Et en même temps, il voulait écrire une utopie anarchiste, mais qui ne fasse pas l'impasse sur la violence. Exactement. Parce que la violence politique, pour lui, était absolument nécessaire. On est dans le pays de Robespierre, et il avait fait de l'histoire. Je suis désolée, Gilles, mais la question de la violence politique, de toute façon, on peut refuser de se la poser, mais elle est posée. Et on le voit très bien aujourd'hui quand on voit ce qui se passe aux États-Unis. À un moment donné, soit ils prendront les armes, soit on rentre dans une dictature. C'est mon avis. Et je ne suis pas quelqu'un de violent du tout, mais en même temps, je vois bien. Et donc, c'était une discussion. Et c'est vrai qu'il s'est posé la question, y compris, parce que vous savez, à cette époque-là, on n'était pas loin de l'arrestation de terroristes italiens, de la mort de, comment il s'appelait, machin qui avait été assassiné, là, enfin, la question du terrorisme, elle était posée en Europe, à nos portes. Donc, il se posait la question du terrorisme, bien évidemment, et c'est ce que Marco représentait Et lui, il était désolé de l'impuissance politique. Je voudrais qu'on accélère un petit peu. Il nous reste 20 minutes et évidemment, il y a des questions. C'est difficile c'est d'avoir qu'une heure. Il y a une petite pause et puis il revient avec Transparence, plutôt dans le domaine du polar. Roman. On est même carrément dans le thriller plutôt que le polar. Dans le thriller, avec quelqu'un qui passe entre guillemets sous les radars. Je voudrais. C'est la transparence sociale. Voilà, je voudrais que la question de la transparence sociale. Et pour ça, il faut citer deux personnes. Christopher Priest,
avec le glamour, et bien sûr Roland Wagner avec les futurs mystères de Paris, qui sont les deux auteurs qui ont mis en scène la transparence sociale. Et la transparence sociale était quelque chose qui blessait profondément Yal. L'idée de réduire, de passer à côté de quelqu'un sans le voir, en l'ignorant, en faisant comme si la misère n'existait pas, était quelque chose qui le rendait malade. Et donc l'idée de la transparence de Naïs, du personnage, est née de ça, de ces gens qu'on ne regarde pas, de ces gens qu'on réduit à une fonction, qu'on réduit à la misère qu'ils portent, et de l'injustice profonde que cela représentait. Et toute la question de la transparence sociale passe dans Transparence et revient encore plus dans Résurgence, justement, qui est la suite. Marion, Transparence, alors on est en 2005, 2006 2007. Voilà. Il y a eu une pause. Parution, hein, parce qu'évidemment, on est dans... Évidemment. Donc, il y a une petite pause dans les publications. Il arrive avec ce thriller sur cette transparence sociale. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Bon, il y a une pause, mais on se disait avec Gilles, vous the record, que bon, dans la chronologie, en fait, entre Parleur et puis Transparence, il y a quand même Sibyone. Il fait des Sibyones. On pourra parler du personnage Sibyone, qui, à mon avis, totalement... Enfin, maintenant, il est partout, mais c'était lui, c'est le premier qui a inventé Lara Croft, hein, ce qui va donner des Lara Croft et l'héroïne... Et quelque part, c'est important parce que Anix, c'est une femme qui est surpuissante, qui est une tueuse, qui disparaît d'ailleurs elle aussi, qui manie la transparence. Et donc tout ce qu'a dit Sarah est absolument vrai. C'est son roman politique où il va travailler vraiment sur ceux qu'on ne voit pas. Et Anix, elle a le pouvoir de disparaître dans les foules. D'ailleurs, l'introduction de Transparence est il y a 15 pages, les plus belles qu'il ait écrites et sur ça et sur le nageur de foule. Et c'est enseigné dans les écoles et vraiment lisez-le, c'est tellement beau. Et vraiment, c'est un modèle d'écriture. Mais on n'a pas parlé d'Étoiles mourantes. On n'est pas passé de Chronique d'un vent clavé à Transparence direct, parce que Étoiles mourantes, de grands chefs-d'œuvre coécrits avec Duniac, un space opéra sublime. Jérôme, il a dit qu'il voulait aller plus. Juste un petit commentaire, moi, parce qu'en fait, je voulais faire un commentaire et sur Parleur et du coup sur Transparence, en fait, parce que Yal, il communiquait, moi, à partir du moment où il est rentré dans le fandom, entre guillemets, en tant qu'écrivain, il a beaucoup communiqué avec les autres auteurs, en fait. Et il y a des auteurs dont on ne parle pas, mais parce qu'on parle beaucoup de sa collaboration avec Jean-Claude Duniac, mais par exemple, à l'époque de Parleur, il y avait Jean-Marc Ligny avec qui il collaborait, enfin, il discutait beaucoup, et il y avait Djihad qui venait de sortir, en fait. Et ça, je sais que il admirait beaucoup l'écriture de Jean-Marc. Peut-être qu'il ne l'a pas dit assez, que Jean-Marc même ne le sait pas, j'en sais rien, mais enfin, du coup, je lui dis là. Et sur Transparence, c'était aussi un hommage à Roland Wagner, avec son personnage, je ne me souviens plus comment il s'appelle. Son Temple sacré de l'eau. Voilà. Et bon, dans c'est Gravito 21 et autres, et il y avait ce personnage comme ça qui, quand il sort, tout le monde l'oublie, donc c'était assez fascinant. Non, c'est dans les futurs mystères. Oui, voilà. Mais dans les futurs mystères, et justement... Et avant ça, il y a eu quand même eu Genèse. Et Genèse, c'est aussi le renouveau de la science-fiction française. C'est aussi des auteurs qui s'entraident, des auteurs qui se relisent les uns les autres, des auteurs qui travaillent ensemble, qui n'ont pas peur d'utiliser un crayon rouge pour améliorer leur propre travail et le travail de leurs collègues. C'est aussi une rencontre d'énormément d'auteurs dans les années 90 qui fondent quasiment la science-fiction française telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et c'est aussi un bouquin qui est très très important et qui a donné naissance à plein d'autres anthologies qui ont été publiées à partir de 2000. Ça a été la première Ça a été la première Anto, mais celle qui a marqué aussi parce qu'elle est arrivée, elle est arrivée un petit peu tôt, celle de Yal, le mouvement n'était pas encore lancé. Et celle qui fait vraiment manifeste française, c'est celle de Serge Lehmann, Escale sur l'horizon. Mais sans Genèse, il n'y aurait pas eu Escale 2000. Tout à fait. Et le plus important dans cette histoire, c'était... Il y a un numéro de Bifrost consacré à Heyerdahl qui est excellent, et que je vous conseille vraiment de lire. Mais ce qui est... Heyerdahl, en fait, c'était vraiment, comme tu le dis, un homme du collectif. On a parlé d'amitié, etc. Mais il croyait vraiment au genre humain, quoi. Il croyait vraiment à l'intelligence collective.
Et donc, il a passé son temps puis c'était un peu un profil de délégué de classe, quoi, de délégué syndical. Donc, il a fait ça pour le droit du cerf et pour le droit des auteurs. Il s'engageait. Mais en plus, il était fédérateur et il adorait les autres. Et puis, il adorait les rites de la convivialité française, c'est-à-dire l'alcool. Le hashish, enfin la marijuana, à cette époque-là, je vous rappelle que les utopiales n'existaient pas encore, elles allaient exister, et les conventions de SF, c'était à Poitiers au Futuroscope, et puis dans pas mal d'endroits. Quand vous rentriez dans les salles et dans les bars, c'était totalement enfumé, et c'était une émulation permanente de discussion de toute cette génération. Alors voilà, vous les voyez sur les photos. C'est Genèse qui l'a rendu, qui lui a fait faire le premier pas de militant pour le milieu de la SF. Et tu parles du droit du cerf. C'est Genèse qui a fait qu'il a rencontré tout le monde et qu'il est devenu ce porte-parole parce qu'il avait quand même une grande gueule et qu'il l'ouvrait plus facilement que les autres. C'est pour ça que je citais ça, Genèse, parce que c'est le moment où il fédère. C'est le moment où il relie les autres, il fait travailler les autres, et il devient le porte-parole avec le droit du cerf qui apparaît en 2000 avec une réflexion sur le contrat de droit d'auteur et comment il doit être, sur le prêt payant ou pas en bibliothèque. Je fais juste une petite incise. Donc Genèse, anthologie, parce que je crois qu'on ne l'a pas dit, avec des auteurs de science-fiction française, donc anthologie manifeste. Il y aura en 98 une autre anthologie portée par Serge Eman avec qui il discutait. C'est en 2000 sur l'horizon. 98. Oui, il y en a plusieurs après, mais c'est pas très grave. Un petit mot peut-être sur le droit du cerf pour qu'on comprenne ce que c'est très rapidement. Vas-y. Le droit du cerf est une association d'auteurs, cerf, S-E-R-F, comme la servitude, et donc qui commence par réfléchir à ce qu'est un contrat, quel est le contrat qui lie un auteur à son éditeur, et qu'est-ce qui devrait être écrit dans ce contrat, mais aussi la question du prêt payant ou pas en bibliothèque, et donc de la disponibilité et de l'accès à la culture, qui était quelque chose de très très important. Et ce droit du cerf qui paraît à ce moment-là, qui a d'ailleurs été présenté aux utopiales, qui n'étaient pas encore des utopiales, c'était encore Utopia, et c'était la première année à Nantes, et c'est là où ça a été présenté, et c'est une association qui a perduré jusqu'à la mort d'Ayordal, pour continuer à défendre le droit des auteurs, toujours, avec en 2012 la publication en France de la loi sur la numérisation des œuvres indisponibles du XXe siècle, qui avait un certain nombre de défauts, dont ce qu'on appelle l'opt-out, c'est-à-dire que l'État publiait régulièrement des listes d'auteurs et d'ouvrages pour les numériser. Seulement, il ne prévenait pas les auteurs, c'est les auteurs qui devaient savoir tout seuls qu'ils étaient sur cette liste pour intervenir ou pas, pour ou contre cette numérisation. Et même avant cette loi, Ayordal a été devant différentes commissions, a été devant le ministère de la Culture, a été au Sénat, puis la loi est parue. Il y a d'abord eu un recours au Conseil d'État qui a été renvoyé au Conseil constitutionnel, qui lui l'a renvoyé au tribunal européen, où malheureusement, après la mort d'Ayordal, le tribunal européen, les juges européens ont décidé que cette loi était inconstitutionnelle au niveau européen, puisqu'elle allait à l'encontre de toutes les conventions autour du droit d'auteur, et où donc il a gagné. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une décision jurisprudentielle qui porte son nom. Mais il y a aussi un astéroïde qui porte son nom. C'est vrai. Ça, c'est Norman Spinrad il y a une série de 4 astéroïdes. Il y a Roland Wagner, Ayordal, Norman Spinrad et Donna Sadok. La classe. Et alors, quand même, ce qu'on peut ajouter quand même sur le droit du cerf, c'est que la colère d'Ayordal sur toutes les formes d'exploitation commençait déjà avec les éditeurs. Moi, je me souviens, mon premier rendez-vous avec Ayordal, d'ailleurs, c'était pas avec Ayordal, c'était avec une amie à lui qu'il avait chargé de m'approcher comme agent. Elle n'était pas du tout agente, et donc ça n'a évidemment pas duré, mais pour lui, l'éditeur, c'était l'exploiteur capitaliste.
Et évidemment, quand il a trouvé quelqu'un de son âge et qui était, enfin, voilà, du tout, et puis en plus, je partageais ses convictions politiques, donc moi j'étais éditrice. Bon, il a mis un peu d'eau dans son vin sur les éditeurs, bien qu'il ait toujours été extrêmement exigeant et sévère, mais par contre, pas sur l'exploitation capitaliste des auteurs. Et ce qui est vrai, c'est qu'à l'époque, tous les contrats des éditeurs faisaient figurer des trucs qui étaient du vol à main armée, hein, que moi je pensais aussi comme éditrice, c'est-à-dire la passe. C'est-à-dire qu'on supprimait tout simplement 10% des droits. On était moins informatisé, donc déclarer les chiffres de tirage, c'était pas comme aujourd'hui. On pouvait faire un peu ce qu'on voulait. Donc les éditeurs volaient les auteurs de façon traditionnelle depuis le 19e siècle. Voilà, et on leur appliquait donc la passe. C'est-à-dire que dans tous les contrats figuraient des clauses qui disaient qu'on supprimait 10% des droits d'auteur. Et puis pas mal de choses, on leur faisait payer les relus, enfin il y avait... Et puis surtout, on signait pour l'étendue de la durée littéraire, de la propriété littéraire artistique, c'est-à-dire 70 ans après la mort d'un auteur. Et ça, bon, beaucoup de choses tout à fait scandaleuses. Et peu étaient les auteurs qui se rebellaient contre ça à l'époque. Là, je vous parle des années 90. Et c'était un sujet de conversation donc à qu'on avait souvent tous les deux. Et alors la passe, j'ai lu, je travaillais chez J'ai lu, et justement j'avais réussi, pas parce que c'était moi, mais parce que c'était l'époque et qu'on voyait bien que les vieux trucs n'allaient pas pouvoir durer. Donc par exemple, J'ai lu avait abandonné la passe, et on avait quelques maisons d'édition, pas toutes, hein, il y avait vraiment des contrats d'escrocs, hein, ça je le dis, avait évolué tranquillement. Mais on était quand même en tout cas dans ce qu'on appelle l'inégalité entre deux personnes contractantes qui ne peut pas être aussi flagrante, c'est-à-dire une maison d'édition puis un auteur tout seul qui n'a aucun moyen. Et en 2000, quand on a créé la maison, on a tenu à demander, donc c'est pour vous dire l'anticipation d'Ayardal quand on est en avance sur son temps, c'est-à-dire qu'en 2000, bon, Yal a été très très complice de la création de la maison jusqu'à, il est par exemple central dans la création du logo qui bouge sur nos pages, c'est lui qui a eu l'idée, même le nom, enfin il a été très témoin on faisait des réunions régulières, enfin il était très présent quoi, mais il voulait pas être actionnaire parce que pas d'action, pas du côté du patronat quand même, et donc, on a demandé à Emmanuel Pierrat, maître Emmanuel Pierrat, à l'époque, de réaliser des contrats qui étaient les contrats inspirés du droit du Serbe balbutiant à l'époque. Et ces contrats, qui sont les contrats du diable qu'on a sursignés, ont été rattrapés il y a à peu près une petite dizaine d'années. C'est le temps qu'il a fallu. Et le point de départ, il est là. Le point de départ, il est là. Et c'est un peu plus de 10 ans, le temps qu'il a fallu pour que ce modèle de contrat devienne le nouveau modèle de contrat type auteur-éditeur. Et sur Relire, sur Relire, c'est Hachette, hein, qui continue d'ailleurs à pirater les fonds et à les utiliser malgré tous les jugements. Et bon, voilà, la bataille n'est pas finie. Je voulais rajouter que, en parlant du nom d'Ayordal, qu'il y a une salle Ayordal à la médiathèque de Messieux et qu'il y a un prix Ayordal pour l'ensemble d'une œuvre ou ce qu'on a apporté à la science-fiction au Festival Imaginaire à Angers. Il vous reste... Place Ayordal à Épinal, dans le parc du Cours. Et voilà, il vous reste 6 minutes 32 pour poser des questions. Et c'est de haute lutte que je vous obtiens ces 6 minutes. Est-ce que quelqu'un veut... J'aurais dû avoir 1h30. Hein. Bah oui, c'est ça. Mais, on fera de un toute colloque. façon, en fait, Gilles et moi, on ne sert pas à grand-chose. Parce que vous avez vu comme Marion est bavarde, elle aurait pu faire une conférence à Ayordal à elle toute seule. Moi, j'ai une petite question, du coup. On vous voit pas. Dites-moi, vous êtes à droite, à gauche. Vous êtes là, vous êtes là. Beaucoup de choses qui concernent Yal, avec lesquelles je suis complètement d'accord. Mais moi, il y avait une question que je lui avais posée, et, que je trouve intéressante, parce qu'en fait, il y a beaucoup de tendresse aussi chez Yal, et notamment parce qu'il utilise beaucoup de personnages principaux qui sont des femmes. Et je lui avais demandé comment ça se fait que tu écris en tant que femme, en fait. Alors, c'est des badass, hein, souvent, mais quand même, je trouve qu'il y a beaucoup d'amour et de tendresse dans ces personnages aussi. Mais quand je lui avais posé la question en 98, pourquoi est-ce que ces femmes sont si fortes et ces hommes sont si falots,
Il m'avait dit, mais dans ma vie, les gens sont comme ça. Les hommes que je connais sont souvent beaucoup plus lâches que les femmes. Et donc, c'est des femmes que j'aime dont je parle. Et c'est les femmes que je connais dont je parle. C'est dire la tendresse qu'il y avait. C'était un vrai féministe. Et d'ailleurs, il fait la preuve qu'on peut être un homme et féministe. Et vous avez vu la petite photo, je suis une princesse et je vous emmerde. Et voilà. Et c'était un féministe. Et Sibyone, on n'a pas parlé de Sibyone. On n'a pas parlé de l'Hystrion et sexomorphose sur le genre, premier sexomorphe. Et Sibyone, c'est la super femme, et elle préfigure Anne Colline, Anne X, pardon. Et elle. Et c'est voilà, c'est le modèle Lara Croft, mais féministe. Avec en plus l'éditeur qui lui avait demandé un roman avec du sang, de la sueur et du sperme, et il avait répondu par une héroïne badass qui est le Fleuve Noir, complètement son rêve. Daniel Riff. Fleuve Noir, ouais. Elle dénonce. Gilles Il disait À juste propos que de c'est la Daniel présence Riff. de la féminité dans son œuvre, bah effectivement, enfin, de toute façon, en termes d'énergie, il était beaucoup plus féminin que masculin. Donc, enfin, si on devait l'allonger sur un divan et parler de lui, je pense que j'en reviendrai à ce que je disais tout à l'heure, à savoir sa contradiction non assumée entre le désir de pacification et la violence, comme le désir d'être un mec, entre guillemets, parce que bah, de fait, il était un cisgenré, quoi. Mais tout en étant inclusif par rapport aux femmes qu'il côtoyait. Et je sais, enfin, dans sa vie de tous les jours, ça lui posait quand même de graves problèmes, effectivement. L'homme bleu, c'est Gilles. C'est moi, effectivement, j'avais des cheveux. Ça se voit pas, c'est vrai, mais bon. Mais voilà, c'était ce type de relation. On se disait je t'aime. Enfin, il n'y avait aucune pudeur là-dessus. C'était un mec qui disait je t'aime. Au mec. Et au mec, bien entendu. Et aux filles, même quand il oui, mais bon. Mais voilà, dans sa position, il était bien sûr que la réponse effectivement qu'il donnait était exacte, mais voilà, pas aussi simple que ça, quoi, en fait. Il y avait aussi ce désir d'être inclusif Et son inclusion, on la voit pas très rendu. très bien justement dans Rainbow Warriors, dont la plupart des personnages sont de vraies personnes dont il s'est inspiré. Que ce soit des personnes LGBTQIA+, etc., etc., ce sont des personnes existantes. Ce sont des personnes qui l'ont influencé dans son regard inclusif sur le monde. Il nous reste 2 minutes 25. J'arrache 2 minutes 25 à nos intervenants. Est-ce que quelqu'un a encore une petite question à poser? Moi, j'en ai une. Oui. Si son éditeur peut nous parler de l'intégrale qui va sortir. Exactement. Ah oui, il faut absolument qu'on en parle. Ouais, tout à fait. Enfin, normalement, vous avez vu s'afficher j'espère que vous avez tous scanné le QR code pour être au courant, recevoir les infos sur la sortie donc, de ce qu'on prépare, c'est-à-dire une intégrale de son œuvre romanesque. Donc il y a déjà une intégrale de ses nouvelles qui s'appelle Scintillement. Je vous conseille aussi de très belles interviews. Et là, il s'agira donc, voilà le QR code à scanner. Voilà. Donc on va lancer une édition de luxe, enfin fonction évidemment sur souscription, donc fonction du niveau de souscription, mais on voudrait faire quelque chose de très beau en 5 volumes qui regrouperont toute l'œuvre, une édition Pléiade quoi, de SF, qui Tous les romans tous les d'Ayerdal. romans d'Ayerdal avec des préfaces. Et Gilles, donc on vous présente alors on a des petits flyers aussi à la Là, librairie. vous voyez l'illustration Vous voyez, une partie de l'illustration du premier volume. voilà, et Gilles illustrera l'ensemble des volumes. Donc l'idée, c'est de les sortir à raison d'un par an ou tous les 18 mois à partir de l'année prochaine. Et voilà. Et il y aura l'objectif- plein de surprises. Et voilà. selon les Voilà. souscriptions, il y aura plein de goodies. On L'édition vous promet à pas plein de rater. choses. Des originaux, des choses. Enfin voilà, on est prêt Alors pourquoi on fait ça parce que tout simplement, on est tous convaincus que c'est une œuvre dont c'est un peu comme Octavia Butler, ou même quand on voit le succès aujourd'hui de nos romanciens, de textes comme ça. C'est-à-dire que l'œuvre d'Ayerdal, elle nous frappe chaque jour un peu plus sur sa capacité à parler au monde d'aujourd'hui, au monde qui vient, aux jeunes, aussi bien dans sa langue, que dans son imaginaire, que dans ses personnages, que dans toutes ses problématiques. C'est vraiment une œuvre de précurseur, une œuvre visionnaire.
et qui nous est utile parce que, je reprends ce que vous disiez sur, c'est une œuvre traversée par un humanisme qui nous porte, qui nous permet de résister, qui nous permet de survivre en fait intellectuellement, physiquement dans le monde qui arrive et de le penser en toute liberté, ce qui n'est pas toujours facile. Et donc c'est une œuvre qui est extrêmement nourrissante, inspirante. Moi je pense qu'on n'a pas beaucoup de temps, on est assez lucide chez Là, on les en a lecteurs de plus. SF sur ce qui peut nous On attendre. a plus. Là, on dépasse. Plus, là. Non, mais, et donc, il est très important que les écrivains, les lecteurs, on ne peut pas se passer de l'œuvre d'Heyerdahl si on veut sauver le monde, comme il le disait. Lisez Heyerdahl. Lisa Heyerdahl. Et on vous invite évidemment à continuer la discussion en dehors de cette table ronde et à retrouver tout le monde juste après. Merci à vous.